7h50 à Paris, et comme promis, voici le journal de l'économie avec vous, Karina Chabour. Bonjour. Bonjour Vincent. Et dans la guerre des smartphones, BlackBerry joue peut-être aujourd'hui sa dernière carte. Le groupe de Toronto en perte de vitesse lance ce mercredi une nouvelle gamme de produits. Avec presque 2 ans de retard, le Canadien lance son BlackBerry 10. Alors c'est à la fois un système d'exploitation et 2 nouveaux appareils. Leurs atouts, plus fluides et plus simples d'utilisation que la version précédente. Ils doivent permettre une meilleure navigation sur Internet. Côté application, l'entreprise parle de 70 000 applications maison. Il dit aussi que cet appareil pourra fonctionner avec celle du concurrent Google. La question c'est, est-ce que ça suffira à relancer BlackBerry ? C'est vrai que sur le marché des smartphones, le Canadien a perdu beaucoup de terrain face à l'américain Apple et au sud-coréen Samsung. Regardez plutôt, en 2009, sa part de marché était de 20%, alors qu'aujourd'hui, BlackBerry ne représente plus que 3,9% des ventes mondiales de smartphones. Or, cette nouvelle gamme ne propose rien de spectaculaire. Pour beaucoup d'utilisateurs, ces téléphones, un temps à la mode, ont mal vieilli. Leur image s'est beaucoup ternie. Le BlackBerry est souvent réputé lent et pas pratique. Alors, c'est vrai que le seul espoir pour le groupe aujourd'hui, c'est de conserver sa première place sur le marché des entreprises. Voilà, tout ça nous conduit à un coup d'œil sur les marchés ce matin. Des marchés asiatiques qui évoluent en hausse pour la plupart. Ils profitent du retour d'un certain optimisme pour la croissance mondiale. L'optimisme était aussi de mise à Wall Street ce mardi. La bourse de New York a de nouveau atteint son plus haut niveau en 5 ans, soutenu par une saison de résultats plutôt positive et malgré des indicateurs américains mitigés. On en vient à l'actualité des entreprises, Karina, en bref et en images. L'action Amazon a elle aussi inscrit un nouveau record à Wall Street. Le premier distributeur mondial en ligne a annoncé un bénéfice d'exploitation en hausse de 56% à 405 millions de dollars au 4e trimestre. C'est près du double de celui enregistré il y a un an. Autre bonne nouvelle pour Amazon, la forte croissance de ses nouvelles activités plus rentables de stockage de données et de centrales d'achat en ligne. YouTube serait-il un concurrent de plus en plus sérieux de la télévision traditionnelle ? La plateforme vidéo gratuite de Google est en passe de lancer des chaînes payantes, c'est ce que croit savoir le site américain Adage. YouTube aurait ainsi approché plusieurs producteurs pour composer une offre de programmes à la carte. Les internautes paieraient entre 1 et 5 $ par mois pour accéder aux vidéos. Aux États-Unis, BP continue de payer pour la marée noire qui avait frappé le golfe du Mexique en 2010, près de 3 ans après les faits. Un juge américain a validé ce mardi l'accord passé entre BP et les autorités américaines. Résultat, le pétrolier britannique va verser plus de 4,5 milliards de dollars et mettre ainsi fin aux poursuites pénales. Mais la note devrait continuer de s'alourdir pour BP jusqu'à 18 milliards de dollars supplémentaires s'il est reconnu coupable de négligence au civil. Et puis en Italie, Karina, le ministre de l'économie a volé au secours de Mario Draghi. Il était interrogé sur le scandale de la banque Monte dei Paschi. La banque renflouée par l'argent public. L'établissement a révélé la semaine dernière de nouvelles pertes importantes. Depuis, les critiques pleuvent sur la banque centrale italienne chargée du contrôle, dirigée à l'époque par Mario Draghi. Les précisions de Myriam Bounafa. La banque Monte dei Paschi prospère depuis le XVe siècle. Mais aujourd'hui, ses comptes pour 2012 pourraient accuser un trou supérieur à 2 milliards d'euros. La troisième banque italienne est accusée de s'être engagée dans des opérations risquées sur des produits dérivés entre 2006 et 2009, avec à la clé des pertes d'au moins 720 millions d'euros. Des activités financières tout juste révélées, mais qui n'en finissent pas d'éclabousser le milieu politique italien. Au premier rang desquels, Mario Draghi, à l'époque gouverneur de la Banque d'Italie, mais aujourd'hui défendu et dédouané par le ministre de l'économie devant la commission parlementaire en charge d'étudier le dossier. Il apparaît que les actions de vigilance concernant la banque Monte dei Paschi ont été continues, attentives et appropriées. Ces actions ont été intensifiées à travers les années grâce à la supervision et au contrôle de la Banque d'Italie à partir de 2010 lorsque Draghi était gouverneur. Des soupçons de corruption planent également sur Monte dei Paschi concernant l'acquisition de la banque Anton Veta en 2007 pour 9 milliards d'euros, 2 fois sa valorisation de l'époque. Au bord de la faillite, la plus vieille banque du monde s'est vue accorder samedi dernier un prêt d'État de presque 4 milliards d'euros. Si la banque ne peut rembourser, elle devra émettre des actions pour le Trésor, ce qui soulève la possibilité d'une nationalisation.
puis toujours en Europe, Karina, la Catalogne demande une rallonge à Madrid. Plus de 9 milliards d'euros, en plus des 5 milliards déjà reçus en août du fonds d'aide aux régions en difficulté. L'ironie, c'est que cette demande intervient alors que les dirigeants nationalistes veulent la tenue d'un référendum sur l'indépendance, très riche mais aussi très endetté. La Catalogne semble donc avoir besoin du gouvernement fédéral, même si pour les partis indépendantistes, Madrid est responsable de la crise et de l'austérité que subit la région. Et puis on reparle de compétitivité, de flexibilité en France, Karina, alors que les discussions ont repris hier, on en parlait chez Renault. Une entreprise incarne bien les débats en cours, c'est le fabricant de pneus Goodyear. Oui, le groupe a 2 usines à Amiens. Dans l'une d'elles, les salariés ont fait d'importantes concessions sur le temps de travail. Du coup, l'usine va rester ouverte. Dans l'autre, aucun accord n'a été trouvé. Et la fermeture pourrait être annoncée dès ce jeudi. Le reportage de nos confrères de France 2. D'un côté, en jaune, l'usine d'Amiens Sud. Et de l'autre côté de la route, juste en face en bleu, celle d'Amiens Nord. 2 sites appartenant au même groupe Goodyear Dunlop. 2 histoires bien différentes. Car si aujourd'hui l'un va bien, Dunlop, l'autre est menacé de fermeture. En 2007, le groupe Goodyear Dunlop a des difficultés financières. La direction demande aux 2 sites de faire des efforts, notamment sur le temps de travail, pour éviter des licenciements. Si à Amiens Sud, le plan est accepté, à Amiens Nord, les syndicats le rejettent. L'accord de 2007 était pour nous inapplicable dans le temps, n'était pas viable parce que l'accord était trop contraignant pour les salariés. Les efforts demandés sont importants. À Amiens Sud, toute la production va être réorganisée. Désormais, les salariés travailleront 48 heures par période de 8 jours, week-end compris, sans augmentation de salaire. En échange, la direction s'engage à investir 50 millions d'euros sur 3 ans et à maintenir la production et l'emploi sur le site. Aujourd'hui, ces salariés sont rassurés d'avoir un salaire, mais le rythme des 4-8 est difficile à supporter. Au niveau familial, tout ça, c'est invivable. Mais on n'a pas le choix, il faut bien qu'on travaille, il faut bien qu'on nourrisse sa famille. De l'autre côté de la route, les salariés du Nord pourraient voir leur usine fermée. C'est le site entier qui est menacé, 1200 personnes. La direction refuse de communiquer avant jeudi, jour du comité central d'entreprise. Le sort d'Amiens Nord pourrait y être scellé. Mais l'accord sur le site d'Amiens Sud n'est pas non plus définitif, car tout sera à renégocier à expiration du contrat en 2014. Et pour finir, Karina, en ces temps de crise et d'austérité, vous nous proposez un tour du monde insolite des politiques sociales. En fait, le Centre d'analyse stratégique, l'ancien secrétariat au plan, a dressé une liste de 500 propositions, innovations et autres curiosités sociales venues de l'étranger. Alors, petit morceau choisi. Le dossier médical directement tatoué sur votre bras. Visiblement, il a le vent en poupe. Au Canada, ça remplace la carte vitale. L'accouchement par césarienne, lui aussi, a le vent en poupe en Chine, aux États-Unis ou encore en Inde, au motif que cela rassure parents et médecins qui, eux, y voient une façon de se couvrir contre les contentieux liés aux accouchements traditionnels. Et puis, peut-être plus utile pour nous, Lefto, l'agent réveil mis en place dans un village du Danemark, très utile, semble-t-il, pour combattre l'absentéisme. La personne vient directement chez vous, vous réveiller. C'est pratique. Nous, on se lève tôt, mais on est toujours là. Toujours à l'heure, en plus. Parfait. Merci beaucoup, Karina Chabour. Il est 7h57 à Paris. Dans moins de 3 minutes, c'est le prochain journal. Nouvelle demi-heure d'information en compagnie de Cyril Vanier. Restez avec nous, bien sûr, sur France 24.